Alors, je m'appelle Florence Lecam, je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. J'étais auparavant enseignante-chercheur aussi en France. Donc, j'ai fait mon doctorat entre le Québec et la France et je l'ai soutenu en 2005. Donc, ça fait presque 20 ans maintenant que j'enseigne et je fais de la recherche sur le journalisme. Au départ, je travaillais, mais c'était il y a 20 ans aussi, on travaillait beaucoup sur les innovations technologiques et sur l'arrivée du web dans les salles de rédaction et ce que ça faisait aux identités professionnelles. Et puis j'ai beaucoup travaillé ensuite sur les émotions des journalistes, ce qui attache les journalistes à leur métier. Et ces dernières années, j'ai un peu deux angles, enfin deux axes sur lesquels je travaille plus. C'est la question du genre, donc les femmes journalistes en Belgique, et qui m'a très rapidement amenée avec tous les collègues avec qui je travaille sur les questions de violence, donc de violence envers les journalistes, que ce soit des violences publiques ou organisationnelles. Et puis l'autre pan, c'est plutôt un pan un peu historique, qui est d'une part sur les femmes journalistes et essayer de les désinvisibiliser dans l'histoire du journalisme belge. Mais j'ai un autre projet que j'ai terminé récemment, c'est sur la matérialité du travail journalistique. C'est comment les objets, comment l'environnement et l'espace de travail agissent sur les identités. Comment ces espaces sont en fait un outil de contrôle, mais aussi d'autonomie. Il y a des récurrences. Ces dernières années, enfin ces dernières décennies, il y a quand même une féminisation importante du métier, ce qui a fait dire d'ailleurs à certains que ça montrait une dégradation de la profession. C'est très sympathique. Et donc les femmes journalistes, à peu près partout dans le monde, elles sont confrontées à des enjeux qui sont similaires, qui sont des enjeux de difficultés et de contraintes dans la carrière, de difficultés d'arrimage des vies professionnelles et vies privées, mais aussi des difficultés de progression dans la carrière. C'est-à-dire que quand on entre en journalisme, peut-être parfois on a envie de progresser au bout d'un certain nombre d'années, et ces progressions sont vraiment entravées dans les salles de rédaction. L'autre élément aussi, c'est la violence qui est produite, notamment dans les salles de rédaction, dans un environnement qui est souvent sexiste, masculiniste et qui relève du patriarcat. Donc il y a vraiment des contraintes structurantes qui ont des incidences sur le travail des femmes journalistes et leur place aussi dans le métier. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles quittent ou beaucoup d'entre elles témoignent de violences. Eh bien, il faut qu'elles en aient un avenir dans le journalisme. Et alors, il y a plusieurs possibilités. La possibilité, c'est de changer le système de l'intérieur et donc d'entrer dans les salles de rédaction traditionnelles. Et ça se fait, hein. Il y a des femmes journalistes qui sont rédactrices en chef, il y a des femmes journalistes qui sont chefs de service. Donc, c'est de continuer en fait à défendre une position d'égalité en fait vis-à-vis des hommes journalistes. L'autre voie que prennent certaines femmes journalistes, c'est de créer des espaces parallèles. Au Brésil, on a beaucoup les médias activistes féministes. En Belgique, on a des magazines féministes ou des magazines pour les femmes, mais qui ne sont pas des magazines féminins, qui peuvent être, tout comme le podcast ou d'autres formes d'expression en ligne, des espaces qui sont mobilisés ou appropriés par les femmes journalistes pour produire de l'information autrement. On a de la violence qui par exemple en Europe, mais au Brésil évidemment aussi, ce sont ce qu'on appelle les SLAP, qui sont les poursuites en fait, et les procès bâillons, qui visent en fait à une forme de violence par le harcèlement récurrent de journalistes, notamment d'investigation ou d'activistes, qu'on veut faire taire. Et donc ça a des incidences sur la carrière et la vie du ou de la journaliste en question. Donc ça, c'est une forme de violence qui peut venir soit des États, soit des milieux économiques ou des milieux politiques. C'est vraiment très très diversifié et c'est maintenant un sujet qui est pris en charge aussi par les institutions européennes pour essayer de
en essayant de protéger le monde journalistique, c'est aussi de défendre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc il y a en fait cette violence dans les pays. Il y a la violence dans l'espace public, donc des violences de brutalisation, donc des violences physiques, mais aussi beaucoup de cyberharcèlement, que ce soit envers les femmes ou les hommes. Mais évidemment, ce sont particulièrement les femmes qui sont touchées, ou les personnes qui sont visiblement issues de groupes minorisés. Et puis après, il y a la violence dans l'organisation. Les milieux de travail, en fait, peuvent être violents. Ils ne sont pas toujours bienveillants. Et donc, dans certaines salles de rédaction, alors soit c'est l'environnement qui en lui-même est violent, lié à une histoire de l'organisation, lié à la manière dont on la dirige, ou alors ce sont des micro-moments qui sont violents, et c'est l'accumulation de ces micro-moments qui donne ce ressenti en fait, de mal-être au travail. Parce qu'on a énormément de journalistes qui quittent le métier pour l'une ou l'autre de ces raisons, que ce soit la violence plus générale, de la violence de l'espace public ou de la violence organisationnelle. Il y en a d'autres, parce qu'en fait ça dépend, c'est très individuel. Quand on parle des émotions des individus, on peut être plus ou moins touché par telle ou telle chose dans la vie. Et donc la violence est un élément. Mais ça peut être aussi un décalage entre ce que je pensais faire comme journalisme et ce que je fais en réalité. Donc en fait, il y a comme ça une gradation, une diversité très importante des motifs qui poussent à rester, mais des motifs qui poussent à partir aussi. Donc ça peut être relatif à son salaire, ça peut être relatif à ses valeurs, ça peut être relatif à la violence, ça peut être relatif à une déception. Donc en fait c'est très pluriel. Ce qu'on voulait nous montrer, c'est que les émotions jouent un rôle et qu'on devrait dans les formations en parler davantage, parce qu'on ne parle pas des émotions que l'on peut ressentir en tant qu'étudiant en journalisme et qui nous mènent à faire le métier ou à parfois détester certains exercices par exemple. Et dans cette vision très traditionnelle de l'objectivité, le journaliste ou la journaliste devrait être neutre, y compris soi-même. En fait, on n'est pas neutre parce qu'on est des individus, donc on ressent des choses. Et on peut, effectivement, par exemple, quand on a donné un cours avec Denis Ruellan ici, donc à l'UNB, sur le livre, on a montré des exemples à la télévision de présentateurs ou présentatrices ou reporters, hommes ou femmes, qui à un moment donné montrent leurs émotions. Eh bien, en fait, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas déontologiquement répréhensible, c'est aussi le fait que le journaliste, il est incarné c'est un individu, il n'est pas incarné, c'est un individu. Quand on posait avec Denis Ruellan la question aux journalistes, ils nous répondaient tous comme si on était des abrutis, en disant « Non mais attendez, si je suis là pour couvrir et que d'un coup je me mets à pleurer, je ne fais pas mon travail ». Ce qu'on a vu, et là on le raconte dans le livre, c'est qu'au moment où l'action se passe, la plupart du temps, dans des moments extrêmement forts, il y a une sorte de suspension des émotions. C'est-à-dire que le corps et l'être va continuer à travailler ou va continuer à faire ce qu'il était en train de faire, malgré les sentiments qu'il ou elle peut ressentir. Donc, soit il y a une suspension des émotions, soit les émotions sont tellement fortes que ça craque. Et donc soit on est immobilisé, ou on pleure, ou voilà, on a une réaction. Mais on a vraiment perçu qu'il y avait vraiment une suspension des émotions et que les conséquences émotionnelles viennent par après. Et c'est là en fait qu'est la difficulté, c'est qu'en fait le ou la journaliste va conserver un rôle social, va conserver sa face en situation, mais il y a très peu de prise en compte de ce qui se passe après. C'est très difficile parce qu'en fait c'est très individuel la manière dont on ressent. Ce qu'il faut, moi je pense que la première étape, c'est de ne pas oublier de dire aux étudiants et étudiantes qu'on ressent des choses et que parfois on est hyper content, mais parfois ce que l'on voit en tant que journaliste, si un jour vous êtes responsable de la couverture d'un fait divers ou que vous êtes envoyé sur un terrain de conflit ou une manifestation qui dégénère, etc., il y a de la violence et en fait on peut mal supporter le fait d'être témoin de ça et de devoir le rapporter. Il y a beaucoup de journalistes qui ressentent des traumas
qui ont même des syndromes post-traumatiques, que ce soit évidemment des reporters de guerre, tout comme les humanitaires, mais ça peut être aussi dans le cadre du journalisme local parce que la personne est confrontée de façon extrêmement régulière à de la violence, à des faits divers qui sont très difficiles à passer au travers en fait. Et donc l'idée pour moi c'est d'abord dans les stages ou dans les exercices de libérer la parole, c'est-à-dire de faire en sorte que cette parole elle soit audible par les autres. J'ai eu peur, ou en fait j'arrive plus à dormir parce que j'ai une image qui reste, il faut que ce soit dit.